Bienvenue chez Bella et Fils. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur le plateau de tournage dans mon salon avec nul autre que Marine Fèvre. Marine, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ben, ça va bien. Et toi? Ça va super bien. Aujourd'hui, on va avoir une belle discussion sur les contrats. Ce que je veux faire aujourd'hui avec vous, tout le monde, c'est de discuter, c'est quoi les contrats de prévente, c'est quoi les contrats de revente aussi. Est-ce que ça se négocie? Est-ce qu'on a du pouvoir de négociation? Sommairement, on va poser les premières questions plus macro, puis on va y aller en descendant dans l'entonnoir aujourd'hui parce que c'est important de savoir c'est quoi votre pouvoir de négociation. On n'est pas obligé de prendre tout cru, ce qu'un contracteur nous dit directement. Bref, je vais laisser Marine sur le sujet. Mais première question, Marine. La première question, c'est est-ce qu'il y a une différence entre un contrat de prévente et de revente? Naturellement, je pense qu'il y a une différence, mais est-ce qu'on peut les négocier les deux ou il y en a un qu'on peut pas du tout? Alors oui, il y a beaucoup de différences en l'occurrence parce qu'on déjà on part pas sur un même projet forcément. On va commencer avec de la prévente par exemple. Un contrat de prévente déjà c'est le promoteur qui l'envoie. C'est pas le cabinet qui le rédige. Donc là il y a déjà une grosse différence parce que forcément si c'est le promoteur qui le rédige, ça va forcément en général vers le promoteur pour les obligations, pour les droits et ça va plutôt dans leur sens. Donc point numéro un dans un contrat de prévente, c'est de vous faire accompagner par un cabinet d'avocats qui n'est pas celui du promoteur. Forcément, pour que ça défende vos intérêts, vos obligations, vos droits. Donc, premier point important. Un contrat de prévente, il peut être négociable, oui. Franchement, nous, on en gère beaucoup à l'année. On a vu des promoteurs plus flexibles que d'autres, d'autres beaucoup moins. On connaît certains promoteurs et on sait ce qu'ils peuvent négocier ou pas, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on fait ça. Ils nous connaissent un petit peu aussi, donc ils savent en général ce qu'on va leur demander. Il y a des clauses qui sont déjà prédéterminées que nous, on ne va pas forcément modifier parce que c'est des clauses légales générales, donc ça, pas de problème. Mais par contre, on va appuyer sur les points vraiment les plus importants. La prévente, à bien comprendre, le contrat que vous allez signer, c'est le seul document légal que vous allez avoir pendant toute la durée de la construction. Donc, on met, entre guillemets, un double effort à la vérification pour qu'on soit sûr que tout soit conditionné correctement et que ça protège vraiment durant toute la durée de la construction. Ouais. Ça, c'est vraiment le contrat de prévente. Le contrat de revente, il y a un peu plus de flexibilité parce qu'en général, il est rédigé par le cabinet, par nos soins. Nous, on rédige que ce soit vendeur ou acheteur qu'on accompagne, on offre le service dans tous les cas. Donc, si la partie vendeuse ou la partie acheteuse est d'accord, nous, on peut le rédiger sans problème. Donc, on fait en général une partie espagnole et une partie anglaise, à savoir que la partie anglaise est toujours à titre de référence, d'accord? Mais moi, je suis là pour justement l'expliquer en français aux clients lors d'un appel pour y aller étape par étape et qu'ils comprennent bien, du coup, la totalité du contrat. Dans ce contrat-là, oui, c'est un peu plus flexible parce que déjà, c'est nous qui le rédigeons. Donc, on a déjà une trame bien ficelée, bien faite pour protéger à notre client, que ce soit vendeur ou acheteur. Et ensuite, il y a une négociation qui rentre en compte avec la partie acheteuse ou la partie vendeuse. En général, c'est pas très complexe. Il y a rarement des vendeurs ou des acheteurs qui sont très fermés sur un contrat de revente. C'est plus facile, je dirais, qu'un contrat de prévente. Oui. On se bat moins, entre guillemets. Il y a Voilà. plus de flexibilité Exactement. parce que c'est une unité. Oui, puis Souvent, c'est les plus promoteurs, d'ouverture. j'imagine, qui vont dire si je fais ça pour toi, je suis obligé de le faire pour les autres. Puis là, ben, c'est toutes des C'est ça. unités. C'est une personne, c'est une équipe de direction Voilà. aussi qui s'occupe de tout ça. Ils veulent pas trop déborder un peu par-ci par-là, mais pas autant qu'une revente unique d'un projet par-ci par-là. Mais ça ne nous empêche pas de les relancer, d'insister et de négocier et pour Non. essayer d'avoir tout ce qu'on peut. Ce qu'on fait dans le cas où c'est un peu plus difficile avec le promoteur qui n'accepte pas trop nos commentaires, ce qu'on essaye de faire, c'est de négocier vraiment le plus important, de laisser de côté le moins important, parce que parfois c'est des erreurs de rédaction, que ça ne nous va pas ou qu'on voudrait dans l'autre sens. C'est pas la fin du monde. La loi va pas vous tomber dessus parce qu'il y a un mot qui devait être devant ou derrière, peu importe. Mais c'est juste que comme nous, on veut que tout soit homogène et que tout soit bien compréhensible, c'est quand même mieux. Mais ce qu'on fait aux clients, c'est qu'on leur dit lors de notre appel, voilà ce qui a été appliqué, voilà ce qui n'a pas été appliqué, quels sont les impacts. Et en général, on finit toujours par avoir quand même un contrat de prévente solide qui va protéger le client sur la longévité. Et puis après, la prochaine étape, c'est forcément le passage chez le notaire. Bon. L'étape numéro 1 à ne pas faire, la gaffe numéro 1, c'est de dire j'ai fait réviser le contrat, mais c'est directement l'avocat du promoteur, fait que je pense que tout va bien.
C'est une erreur de débutant. Jamais. Ne pas faire Ne ça. jamais faire ça. On s'entend que l'avocat du promoteur travaille pour le maraudeur et non pour vous. OK? Ne faites jamais ça. C'est ça. Ah oui, ça va plus vite, hein. Ah bah oui, ça va plus vite. Mais vous allez, mais vous allez prendre plus cher. Ça va aller plus vite aussi pour creuser dans votre compte en banque. C'est ça qui va aller plus vite aussi. Naturellement, c'est pas tous les promoteurs qui sont de mauvaise foi. Là, on en Non. connaît plusieurs aussi, mais ils te connaissent tous maintenant en ville. Ils savent exactement comment tu travailles aussi. Est-ce que tu penses que la plupart des promoteurs, des fois, ils voient le dossier arriver, oh non, Ils sont pas hyper contents. pas Je sais Marine. parce que c'est Heidi, mon associé et moi qui envoyons les emails. Et quand ils voient en général le nom de Heidi ou le mien popper dans leurs emails, ils se disent bon, elles ont des nouveaux clients qu'elles vont accompagner. Ils savent à quoi s'attendre. Ils savent qu'on veut ça, 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 ça. Donc ils n'ont pas trop le choix d'intégrer déjà le plus important. Et après, ils retentent la négociation de oui, mais ça, la dernière fois, on avait dit que c'était pas très grave. Oui, mais pour ce client-là, comme il y a des nouvelles conditions, parce qu'en fait, nous, notre travail, c'est de vraiment solidifier la transaction, mais il faut que l'agent avant immobilier ait fait un bon job aussi de négociation. Parce que nous, on va négocier des clauses, mais on ne va pas négocier des conditions. C'est-à-dire que les conditions, elles sont déjà préétablies dans l'offre d'achat. Donc le prix est déjà négocié, les inclusions sont déjà négociées. Moi, si j'ai une belle offre d'achat avec toutes les informations, je vais retranscrire l'information telle qu'elle dans le contrat et si elle est bonne, il n'y a pas de problème. Mais je vais aller négocier de la sécurité sur, par exemple, de la prévente, pas de problème. Mais dans ce cas-là, je ne veux pas plus que 3% de modification sur l'unité en prévente pour essayer de limiter vraiment les erreurs, tout simplement. C'est quoi la différence majeure entre les clauses et les conditions? Juste pour que ce soit clair pour les particuliers qui nous écoutent ici. Alors, dans un contrat, on va avoir le titre, déjà Oui. très important, si c'est des étrangers qui achètent, comme on l'a dit dans une autre capsule. Et non une possession. Voilà, exactement. Le titre du contrat est hyper important. Pour les étrangers, il faut que ce soit une constitution de fideikommisso ou en revente une cession de droit de fideikommisso parce que ça peut se faire. Si moi j'achète un bien et que je te le revends dans 2 ans, je peux te donner les droits de mon fideikommisso et tu deviens maintenant le bénéficiaire de ce bien-là. Donc Oui. ça, c'est une possibilité aussi. Donc déjà le titre du contrat. Dans un second temps, on a les déclarations des deux parties, partie vendeuse, partie acheteuse, toutes les informations nécessaires de chacun. Et dans un troisième temps, on va avoir les clauses. Dans les clauses viennent intégrer en général les conditions. On a la première qui est l'objet du contrat, comme quoi je vous transmets la propriété ou que le promoteur va vous transmettre la propriété titrée, Oui. avec un titre de propriété. Titré. Voilà. Ensuite, on a la condition de paiement. Donc là, il faut bien vérifier que le calcul est bon parce que parfois, il arrive qu'il y ait des erreurs. Donc même si c'est des centimes, ben non, vous êtes accordé sur un prix. Le prix, c'est ça. Pas plus, pas moins. Les méthodes de paiement, que ce soit bien des virements internationaux. Attention, l'espèce, oui, on peut payer en espèces, mais il y a une limite au montant. Si après, c'est illégal. Que les virements viennent bien de votre nom personnel ou de votre société, si vous achetez avec une société. Ça, c'est hyper important. Ça doit être établi aussi dans le contrat. Oui. Et puis ensuite, il y a les clauses un petit peu d'inclusion par rapport à la date de livraison, à la date de prise de possession, le passage chez le notaire, que ça corresponde au délai aussi pour le client qui est à l'étranger, qui puisse s'organiser un minimum, qu'ils ne lui disent pas 15 jours avant, ah bah c'est bon, on est prêt à te livrer l'unité, il faut que tu achètes un billet d'avion comme ça. Non, nos clients, ils habitent à l'étranger, il faut qu'on puisse anticiper un minimum. Oui. Donc il y a ça aussi, et en général, on a des annexes. À la prévente, on a des annexes avec les flyers, les renders, les amenities, les inclusions, c'est-à-dire si c'est un turnkey, par exemple, ils ont acheté tout meublé, ok, je veux la liste totale des turnkeys, comme ça, le Oui. jour où on prend possession Oui. de l'unité, je m'assure que je fais un acte de livraison où je vérifie que tout est en ordre, je le signe si je suis déclarée satisfaite et qu'il y a bien tout ce qu'il faut dans l'unité. Si je vois qu'il y a un problème de peinture dans un angle qu'il faut retoucher, je le note. Et c'était contractuel, ça devait être livré tel que enregistré dans le contrat. Donc ça, c'est hyper important de vérifier tous ces détails-là. On va en parler là, de plusieurs. Là. J'ai vu récemment là, des gens qui viennent me revoir, qui me disent, Sébastien, je suis pas capable de trouver mon 70% qui manque. J'avais mis un 30% il y a 2 ans. La clause, elle est ci, elle est ça. J'ai telle date, j'ai tel délai. On en voit très, très, très souvent. En fait, tu connais les courtiers immobiliers ici, là, ils vendent beaucoup, beaucoup de préventes. Et puis, ils veulent pas parler de financement comme moi. Ils veulent pas parler de fiscalité non plus. Ils veulent pas ouvrir les comptes pour les clients. Le service après-vente est beaucoup moins là. C'est juste plus payant de faire ça comme ça parce que tout le monde a un 30% qui traîne à quelque part, puis c'est facile, puis arrange-toi dans 2 ans. Ça, là, les contrats en tant que tels, est-ce qu'on peut négocier une sortie au client ou dire, regarde, ma vie a changé, elle a chamboulé, j'ai eu un divorce, j'ai eu une faillite, ou j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des négociations aussi? Parce que des fois, il y a des gens qui vont dire,
si à telle date, tu me donnes pas mon 70, tu Pénalité. vas me donner une pénalité, puis tu vas perdre, mettons, un X montant. Est-ce que vous êtes capable de faire baisser les montants en cas de faillite, en cas de décès, ou aller chercher tout de suite un 6 mois de plus aussi en cas de date de livraison parce que c'est trop tôt? Est-ce que ça se fait, ça, en pré-vente? Alors, ça se fait oui et non. Donc déjà, une clause de décès, nous, on la demande à chaque fois parce qu'il y a des promoteurs qui ne l'intègrent pas dans les contrats et Ah, on demande à la mettre parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a 2 ans et demi de construction, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, clause de décès obligatoire. oui. Ensuite, par rapport à la renégociation d'un montant ou autre pour décaler, en général, c'est complexe. Par contre, ce qu'on demande, nous, c'est que le 70% restant, par exemple, comme tu disais, ce ne soit pas à une date précise, mais à la date de la livraison de l'unité. Hmm. Parce que qu'est-ce qui se passe si le 30 novembre, on est censé livrer, mais on a une période de grâce de 6 mois et en fait, je vous livre le 30 janvier. Oui, sauf que moi, le 30 novembre, j'ai dû payer mon 70%, Oui. alors que j'ai même pas encore la prise de possession de l'unité. Donc ça, nous, on le négocie tout le temps. Ça, c'est Euh, une clause Ça, c'est et non une clause. non une C'est condition. obligatoire. Non, non, non. Nous, on négocie que la date de paiement final, c'est pas une date précise, c'est la livraison de l'unité. Est-ce qu'il y a beaucoup de contracteurs qui se disent, en voyant ton email rentrer, comme bon, changer la clause Déjà, de ça, livraison, changer ça, Marine, elle ils ont le va. checklist, hein. Ils ont le checklist de l'ancien contrat, ils savent. C'est juste que comme on est obligé de réactualiser l'information, parce que Ouais. il se peut qu'il y ait, comme tu viens de le dire, des changements. Il se peut qu'il y ait un associé qui soit sorti de la société. Il se peut que le promoteur finalement ait contracté une hypothèque sur le building. Donc on est obligé de, même si on a des clients qui achètent dans le même building, à 1 mois d'écart, il peut y avoir une situation différente. Donc on refait la vérification légale, on relit le contrat de nouveau parce que eux peuvent l'avoir modifié entre temps aussi, on ne sait pas. Donc tout ça, c'est notre travail justement de vérification légale. Et le dernier point que je dirais qu'on négocie avec eux très souvent, c'est déjà de s'assurer que quand on prévente, les pénalités soient réciproques, parce qu'en général, ça va juste pour le promoteur, enfin juste pour l'acheteur. C'est-à-dire Oui. que si l'acheteur ne paye pas en temps et en heure, qu'il ne prend pas possession ou qu'il ne vient pas signer chez le notaire, le promoteur est bien content d'appliquer une pénalité à l'acheteur. Mais sauf que ce n'est pas réciproque. Donc nous, on s'assure déjà que ce soit réciproque, Ben ou oui. qu'il y ait au moins une indemnisation aussi pour l'acheteur pour que lui il récupère quelque chose. Donc négocier un paiement plus tard, c'est complexe parce que c'est pas facile de négocier avec le promoteur. Ce qu'on peut faire nous, c'est baisser le pourcentage de pénalité. En général, ils demandent 20 ou 30%. On va essayer de le négocier 10, 15, 20 maximum Oui. parce que c'est la norme entre guillemets. Oui. Mais notre travail justement, il intervient dans ces négociations-là, vraiment. Puis parlant de réciprocité, il peut y avoir des délais, du retard là, sur les paiements. Parlons-en des fameux retards des promoteurs aussi. Il y a une loi qui stipule qu'on a 6 mois en tant que contracteur de délai de carence de plus que la date de livraison. Tu penses que tu vas l'avoir le 1er janvier, il peut éterniser jusqu'au 1er juillet sans problème et c'est légal et tu n'as pas de recours. Est-ce que c'est contractuel dans chacun des contrats de prévente au Quintana Roo? Je pense que La oui. plupart, ouais, ouais, franchement oui. Franchement oui, parce que déjà, on sait qu'au Mexique, on est dans un endroit qui est quand même retiré, c'est-à-dire qu'on est dans les Caraïbes. Il n'y a pas beaucoup de transports qui arrivent jusque-là, il n'y a pas beaucoup de matériaux qui arrivent jusque-là. Donc construire ici, c'est déjà un challenge pour les promoteurs. C'est pour ça que déjà les clients à qui on vend de la prévente, les agents vendent de la prévente, c'est à des gros promoteurs qui ont déjà construit, qui ont déjà entre guillemets fait leurs preuves sur la Riviera Maya. Oui. Mais donc du coup, pour s'assurer de ça, surtout, ce que je voulais dire, c'est que c'est hyper important que dans le contrat, il y ait une date de livraison avec une période de grâce. En général, c'est 6 mois ou 120 jours calendaires, ça dépend. Il y en a même qui se rajoutent un petit bout et qui disent que, mais par mois de retard, on commence à indemniser par exemple l'acheteur de 1000 US, 10 000 US par mois de retard par exemple. Ça, vous allez pouvoir le réclamer, mais seulement à la fin de la période de grâce. Avant ça, il n'y a aucune pénalité applicable. OK. Puis ça, est-ce que ça se négocie aussi? De dire c'est pas 2000 piastres par semaine, c'est Ah, 5000. ça, oui, on peut le demander, absolument, ouais. Ouais, ouais. OK. Puis Oui, est-ce le que but, c'est toujours de demander plus, hein, bien oui. sûr. OK. Puis est-ce que tu as déjà vu des contracteurs que tu dis, waouh, ça c'est un contrat qui est vraiment à part égale, très, très, très Oui. loyal et surtout fair pour le client autant, puis il va probablement tenir ses promesses. Il met contractuel sans négociation initiale, top contracteur. Franchement, oui. Oui? Franchement, oui, il y a eu des très bons contrats. En général, ça arrive bien. Je dirais, allez, 60% des cas, le contrat est quand même correct. C'est juste des corrections qu'on apporte nous parce que, à notre sens, c'est important de protéger le client sur ces points-là. Mais il y a quand même 40% à peu près où c'est des contrats lourds, répétitifs, qui n'ont pas l'information nécessaire pour protéger notre client et pas de réciprocité, pas de cause de force majeure pour l'acheteur, mais pour le promoteur, oui, toutes ces choses-là. Donc, c'est là où on met plus d'énergie forcément, parce que là, c'est une liste de commentaires à n'en plus finir. Et puis, c'est des jours
de communication avec le promoteur pour essayer d'avoir une version finale vraiment satisfaisante à présenter à notre client. Donc oui, c'est des choses qui arrivent. Il y a des très bons promoteurs qui ont des bons contrats. Et puis notre travail, c'est juste vraiment de vérifier qu'il est bien rédigé, que les montants sont les bons, que les pénalités sont réciproques, que les annexes sont les bonnes, qu'il y a bien toutes les inclusions. Et puis si c'est OK, bah, la rédaction, elle est bonne. Vérifier les noms des clients, qu'il y a bien les accents, les virgules, les points, les cédilles, parce que ça aussi, c'est hyper important. Être minutieuse là-dessus. Mais franchement, ça arrive que parfois, oui, il y ait des contrats vraiment en bonne et due forme. OK. Bon, ben, c'est bon. Puis, c'est quoi les recours qu'on a après 6 mois de délai de carence non respecté qui est respectable pour le contracteur? Après ça, tu fais quoi? Tu vas lui dire, bon, ben, j'applique mes recours, je prends un avocat, puis ça va te mettre de la pression, puis il va sûrement te répondre, je vais finir ton unité en dernier, ça me dérange pas, fais ce que tu veux. C'est un peu compliqué en effet parce que les Canadiens et les Français ont beaucoup le réflexe de mise en demeure. Oui. Voilà, je termine mes 6 mois de période de grâce et puis j'envoie une mise en demeure. Ici, Bonne chance. vous allez pas pouvoir envoyer une mise en demeure, c'est pas comme ça que ça va marcher. Déjà, on a un contrat signé, donc première chose, on se réfère au contrat. Ok, on a 6 mois de grâce. Est-ce que j'ai encore une extension après ou pas? Est-ce que j'ai une indemnisation que je peux réclamer? Point numéro un. Point numéro 2, bon, bah, en fait, il y a rien après ces 6 mois de grâce. J'ai le droit, par contre, de demander ma pénalité de 20% plus le remboursement. Parfois, il y a d'autres clauses qui disent, bon, attendez-moi encore un peu en tant que promoteur, et si dans les 3 mois qui suivent, je ne vous ai pas livré, là, je vous rembourserai les fonds, ou alors on trouve une solution, on négocie, tout dépend du contrat, encore une fois. Mais il faut toujours s'y référer. Et une fois que la période de grâce est terminée, on va dire exemple numéro 1, elle est terminée, puis il n'y a pas d'indemnisation, puis il n'y a pas d'autres cours dans le contrat, on a fini le contrat, le promoteur est en faute. Ok, ce qu'ils peuvent faire, c'est partir en cours, aller en litige, et dans ce cas-là, attaquer le promoteur et demander le remboursement plus la pénalité de 20%. Parce que la première étape, ça va être de se mettre en contact avec eux de manière pacifique, en leur disant, voilà, moi, vous ne m'avez pas livré, ça fait 6 mois que la période de grâce, elle est terminée, je veux mon argent et je veux ma pénalité inscrite au contrat. Il se peut qu'il soit insolvable, il se peut qu'il ne puisse pas vous donner d'argent. Donc, à ce moment-là, procédure judiciaire. Et là, on part en cours. Chose importante à prendre en compte, nous ne faisons pas de litige. Parce que moi, dans le cabinet, je ne peux pas me mettre en conflit d'intérêts avec tous ces petits promoteurs avec qui on travaille, déjà qui nous apprécient beaucoup, parce qu'on les embête un petit peu pour nos commentaires. Si en plus ils me retrouvent à la cour pour les attaquer, autant vous dire qu'ils vont plus me mettre les commentaires que je leur demande. Donc nous, dans le cabinet, on s'occupe du droit immobilier, migratoire, fiscal, corporatif, administratif en général. On accompagne tous les étrangers pour investir et s'installer au Mexique. Mais tout ce qui est litige, je vous recommanderais d'aller vers un avocat pénaliste ou civil, ça va dépendre ou même mercantile, c'est-à-dire commercial, ça va dépendre vraiment du contexte. Mais c'est eux, les spécialistes, qui vont pouvoir vous accompagner si vous voulez avoir un recours vraiment plus important. OK. Très important à prendre en considération. Et puis, quand on parlait de dire, ben ça, particulièrement là, dans une revente plutôt qu'une prévente, de regarder tous les détails des choses. Quand on visite un showroom et qu'on dit on va te le livrer comme ça, contractuellement parlant, quand on signe un contrat de prévente comme ça, on sait qu'il va être livré dans 1 an, 2 ans. Est-ce qu'on a le droit d'exiger autant de détails que comme si on était dans une revente, qu'on dit tu vas me repeinturer ça, tu vas me changer la tuyauterie là, tu vas faire ça, ça, ça. Il y a plus de détails à amener dans une prévente, dans une revente, pour dire bon ben il y a ça, ça, ça que j'aime pas. C'est dur de pointer du doigt quelque chose là, qu'on n'aime pas dans une prévente qui n'est pas encore bâtie. C'est quoi les critères d'exigence qu'on peut faire en tant que consommateur pour se protéger à dire ça, telle chose, parce que tu dois en voir qui essayent là, finalement, les meubles n'étaient pas Mais ah, figure-toi que cette finalement. année, honnêtement, on n'a pas eu trop de mauvaises surprises sur les préventes qui ont été livrées. Là, sur les 2 dernières années, il y a eu pas mal de livraisons. Ça s'est plutôt bien passé en général. OK. Par contre, le plus important, c'est qu'en fait, quand vient le moment, donc nous, on s'occupe de tout le suivi de la transaction, bien sûr. Donc là, on fait le suivi avec le promoteur. Il nous dit, c'est bon, on est prêt à livrer. Ça prend en général 1 ou 2 mois de retard. Honnêtement, c'est très rare d'avoir la date exacte de livraison. C'est toujours 1 ou 2 mois après pour les bons promoteurs qui livrent en temps et en heure, entre guillemets. Ça n'arrivera pas d'avoir la date de livraison exacte. Baissez vos expectations, mesdames et messieurs. Voilà, c'est un peu compliqué. Et puis, il faut être honnête avec la structure aussi et avec le cadre de vie, d'accord? Faut comprendre la culture mexicaine aussi. Si. Voilà. Donc, une fois qu'on a par contre l'autorisation du promoteur de dire c'est bon, l'unité est prête, vous pouvez venir prendre possession et à la rigueur même signer chez le notaire, et bien là, il y a un travail qui rentre en jeu surtout de l'agent immobilier et de l'acheteur, puisqu'en fait, la prise de possession, moi, le contrat, les clients, je leur dis avant la prise de possession, vous allez vous y rendre sur place, il me faut me vérifier tout. Vous allumez les robinets, vous tirez la chasse, vous allumez les lumières, vous Oui. vérifiez les prises, vous vérifiez tous les détails. Mais ça, c'est l'agent immobilier qui s'en occupe avec son acheteur.
Une fois que ça c'est fait, il y a un acte de livraison, un document officiel qui va être signé donné par le promoteur, signé par l'acheteur. Ce document-là, il est hyper important parce que quand vous allez prendre possession, justement, il faut tout vérifier. S'il y a un détail qui ne va pas, une prise qui ne marche pas, un câble qui pend ou quoi que ce soit, c'est sur ce document-là qu'il faut le noter. Et en général, quand on se réfère au contrat, il est noté qu'à la prise de possession, un acte de livraison va être signé et que le promoteur a en général 15 ou 30 jours, ça dépend des contrats, pour régler, réajuster, réparer, changer justement ces commentaires-là que vous avez fait à l'acte de livraison. Et donc ça vous permet de faire ressortir quelques détails, par exemple, au niveau de la prévente. La liste de toutes ces choses-là, elle est dans un formulaire. Est-ce que c'est un formulaire accessible, gouvernemental, qu'on sait que tout le monde s'y ajuste dans toutes les transactions de prévente ou ils sont faits un petit peu à la mitaine, chez lui, chacun à Oui, leur image? chaque promoteur fait son propre acte de livraison. Ce n'est pas un document gouvernemental autorisé par les autorités. C'est OK. un document classique parce que chaque promoteur a des offres différentes également. Donc, c'est vraiment dédié à ton unité. C'est-à-dire qu'il y a telle liste qui avait été prévue dans le turnkey, tu vas avoir tout meublé, bah, tu vérifies ta liste de turnkey s'il y a toutes les informations. Après, tu vérifies bien sûr les fenêtres, les joints, le sol, tout ça, ça va aussi dans la livraison de l'unité, puisque tu as dans ton contrat de prévente tout le détail des matériaux, des installations, de ce qui a été utilisé. Et c'est là que vient la vérification aussi. Donc en fait, c'est ton contrat, Oui. ton acte de livraison aussi. Puisque dans les annexes, tu as tous les détails et c'est ça qui va te permettre de cocher au fur et à mesure et de faire ta vérification. OK. Fait que chaque courtier immobilier que tu vois, est-ce que tu en vois régulièrement qui ont leur propre collecte de données et d'informations sur la prévente et même les reventes aussi pour dire, nous, on l'a fait dans notre entreprise, voici les 120 Euh, points qu'on regarde, puis alors qu'est-ce en qu'on fait, puis général, ils l'ont au début, c'est-à-dire que quand les agents nous envoient l'offre d'achat du client, on a un inventaire. Donc pour la revente en l'occurrence. ouais. On va avoir l'inventaire prédéfini et dans un contrat de revente, en annexe viennent les photos et l'inventaire. Et donc du coup, encore une fois, le contrat de revente, c'est celui qui va permettre de faire la livraison le jour de la prise de possession à la revente. C'est quoi le pouvoir de recours du consommateur qui a une livraison, qui dit, ah ben là, attends un peu, ça n'avait pas été fait, mais on ne l'avait pas noté avant. Puis on est passé chez le notaire sans stipuler tous ces points-là qui auraient voulu être faits, mais qu'on l'avait dit juste vocalement, puis que le contracteur ou le propriétaire de la place dit, oui, oui, je vais tout arranger ça, puis que finalement, il disparaît, il répond Bah, plus, puis il veut pas investir, puis que ça n'avait pas été mis contractuellement ou red flag notarié. numéro un, si c'est dit verbalement, déjà, ça n'a pas de validité. Non. Tout ce qui est dit verbalement doit être noté dans un avenant au contrat, sinon ça n'a aucune validité, vous ne pouvez pas le réclamer. Point numéro un. Point numéro deux, si vous avez signé l'acte notarié, vous vous déclarez satisfait de la prise de possession de l'unité. Parce que l'acte notarié sert d'acte de livraison. OK. Donc, c'est vous et votre chance. C'est-à-dire que si le promoteur est accessible et qu'il est flexible et qu'il est d'accord pour vous faire les modifications, très bien. Si ce n'est pas le cas, c'est trop tard. Vous avez signé un acte vous avez signé un titre de propriété qui fait acte et foi de la livraison de l'unité et que vous vous en déclarez satisfait. OK. Est-ce que tu vois vraiment des courtiers immobiliers qui font le recensement là, de 150 points, puis avec beaucoup, beaucoup de détails, puis qui font Non, lire ça après ça? Il n'y a non, personne qui fait ça? non. Non? Est-ce que tu vois des clients qu'eux autres, ils l'exigent, puis qu'ils le font par eux-mêmes, puis qu'ils vont faire une liste des choses à regarder pour dire la prévente que là, je la jette, mais tu vas me changer ça, il y a 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 ça, puis ils mettent du détail à n'en plus finir. Ça, je le vois au début, c'est-à-dire que quand moi je fais la vérification de contrat avec les clients, en général, les agents me disent, bah voilà, ça a été négocié. Si moi, quand je fais l'appel avec le client pour le contrat et que je leur dis, voilà les inclusions, voilà ce que vous avez demandé, s'il manque par exemple une machine à laver qu'ils avaient demandé, bah à ce moment-là, l'agent va me faire la remarque aussi en me disant, attention Marine, on avait négocié une machine à laver, il n'y a pas la machine à laver dans le contrat. Donc ça, c'est hyper important pour moi de le savoir parce que si ça venait pas dans l'offre, mais que finalement ça doit venir dans le contrat, bah, c'est des informations qui me manquent. Donc du coup, ça vient d'une erreur à la rigueur de l'offre d'achat qui n'était pas inscrite avec la machine à laver et j'ai besoin de la rajouter au contrat puisque ça avait déjà été négocié. Donc c'est ces détails-là qu'il faut faire attention. Les agents en général, ils mettent beaucoup avec les inventaires, les flyers, les renders, toutes ces choses-là des promoteurs au début de la transaction. Et quand ils prennent possession avec leurs clients, ils font l'acte de livraison, ils sont ici sur place et puis ils font la vérification avec eux. Et après, le promoteur a ce fameux délai pour pouvoir faire les réparations ou les modifications nécessaires. C'est le mandat du courtier immobilier d'arriver sur l'acte de livraison et la livraison des clés, de Oui, faire la visite et l'inspection des lieux, que tout est fait en bonne et due forme ouais. et les promesses sont tous remplies, Bah, c'est point son par job, point. c'est ça, c'est son job. Il OK. n'est pas forcément obligé d'être là à la signature de l'acte notarié parce qu'en réalité, moi, je suis là avec le client, avec Oui. le notaire, l'avocat du notaire, ça, c'est pas un problème. Mais par contre, la prise de possession, moi, je ne suis pas là. Ce n'est pas mon travail. C'est vraiment l'agent qui doit accompagner son acheteur pour prendre possession de son unité.
Point très important. L'acte notarié, c'est pas directement un courtier immobilier qui va vous accompagner dans notre équipe, mais ça va être vraiment Marine à la livraison des clés. Marine n'a pas rapport là non plus pour être capable de dire, ben, félicitations, c'est tes clés. Ah, Voilà. une tâche de peinture, il y a ci, il y a ça. Ben, parle avec ton courtier immobilier. Aussi simple que ça, là. Faire la différence entre les deux, parce que des fois, les clients disent, pourquoi Marine n'était pas là? Ben, parce que elle, sa job, c'est la déontologie, c'est le travail au niveau du notariat, puis ces choses-là. Et ensuite de ça, c'est normal d'exiger qu'à la livraison des clés, ce soit toujours le courtier immobilier qui soit là aussi. Exactement, c'est la démarche à suivre. OK, parfait. Est-ce que tu vois beaucoup de courtiers immobiliers qui t'accompagnent même la journée de l'acte notarié? Oh, il y en a quand même, oui, la plupart. La plupart, ils aiment bien être là quand même, pour, même pour leur information générale aussi, pour être sûr que voilà, tout est en ordre aussi. Oui. Oui, quand même. La plupart du temps, j'ai quand même des agents immobiliers qui sont là avec moi, avec leurs acheteurs, pour les accompagner chez le notaire. Ouais. C'est sûr qu'il n'y a rien qui tourne à la dernière seconde et puis quelque chose qui tourne au vinaigre aussi. Oui, et puis c'est juste que en général, ce qu'on fait, c'est qu'on signe l'acte notarié, puis qu'après, ils vont prendre possession. Donc en fait, ils les accompagnent, c'est-à-dire qu'ils sont là dans nos bureaux pour signer le titre de propriété, puis ensuite, ils les embarquent au développement, au projet nécessaire pour faire la prise de possession avec eux. OK, parfait. C'est excellent. Au niveau des prises de possession et puis des actes notariés, tout ça, les fameux escrocs, Mhm. peux-tu nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est, puis est-ce qu'on le voit autant pré-vente que revente? Alors, non, c'est différent. En prévente, il y a en général jamais d'escroc. Parce que le promoteur, il finance sa construction avec l'achat des clients. Forcément, il a besoin de cette liquidité pour pouvoir construire son projet. Une revente, c'est totalement différent parce qu'on ne parle que de deux parties. Il y a un acheteur, un vendeur, bon, peut-être des couples, peu importe, mais je veux dire, c'est pour plus de sécurité et ça rentre dans ce contexte-là précisément. Au Québec ou en France, c'est la même chose, c'est le notaire qui reçoit l'argent de la Oui, transaction. oui. Donc c'est tout géré par le notaire. Au Mexique, non. Au Mexique, on n'est pas autorisé, que ce soit moi en tant que cabinet d'avocat ou le notaire, à recevoir de l'argent qui n'est pas pour nous. Oui. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas recevoir l'argent de la transaction Ah, et puis les frais de notaire. j'ai fait le saut la première fois, là. Le SAT va me tomber dessus en me Oui, disant: «Madame, vous n'avez vraiment pas le droit de faire ça». Donc, en gros, comment ça fonctionne au Mexique? On paye vraiment le montant nécessaire à l'acteur qui vous donne le service. oui, Donc, en l'occurrence, quand une transaction a lieu en revente, l'escrow account applique seulement en revente. Escrow account, ça veut dire quoi? Ça veut dire compte séquestre. C'est une tierce personne, donc c'est une société privée, qui va garder les fonds pendant toute la transaction. Donc, l'acheteur va déposer les fonds selon ses obligations contractuelles au fur et à mesure de la transaction, en prouvant bien sûr à chaque fois avec ses preuves de virement que le paiement est bien fait. L'agent escrow va à chaque fois valider qu'il reçoit bien les fonds. Et le jour de la signature de l'acte notarié, quand les deux parties ont signé le titre, et ben à ce moment-là, l'agent escrow va débourser oui. les fonds. Et donc, il va payer le vendeur, les agents pour leur commission, ce qui est tout à fait normal. On doit rémunérer tout le monde qui a travaillé dans la transaction. Et ça permet d'avoir une garantie parce que, bon, on achète à un Mexicain ou un étranger qui habite aux États-Unis, bah, il peut rester avec les sous et puis avec l'unité, et puis il peut nous dire je ne viens pas signer l'acte notarié. Ah oui, sauf que tu as 200 000 US dans ton compte bancaire pour ma transaction, pour une unité que je voulais acheter, et en fait, tu ne viens pas te présenter à l'acte notarié. Alors que là, le vendeur, s'il veut ses sous, bah, il n'a pas le choix que de venir signer l'acte notarié. Non, Parce c'est que sinon, ça. il ne les touchera pas. Est-ce que tu suggères de toujours faire ça? Puis, by the way, généralement au Québec, escroc et sécurité ne vont pas dans la même phrase, mais escroc, c'est vraiment, moi aussi j'ai fait le saut les premières fois que j'ai entendu ça, c'est vraiment un mode de sécurité où chacune des parties va dire, OK, je sais que l'argent il est là, maintenant je dois aller faire l'acte notarié parce que je veux l'avoir, mais il n'est pas déjà là dans tes poches. C'est un peu insécurisant pour vous de dire, je vais déposer cet argent-là, je le mets directement dans le main personnel parce qu'encore une fois, les notaires ne reçoivent pas Non. l'argent dans un trust ou dans un fideicommisso ou bien dans un fideicommis, comme on dit au Québec. À partir de là, comment tu fais pour t'assurer d'avoir l'autre partie qui va faire vraiment le travail, de finir, de finaliser, d'accepter la transaction, de vous laisser les titres et de passer devant le notaire? C'est la dernière étape. C'est de montrer bonne patte, de dire l'argent il est là, là, si tu le veux, viens signer. C'est comme ça que l'autre va dire oh, oui, c'est bon, parfait, on va passer chez le notaire. C'est bon pour les deux parties. Honnêtement, c'est vraiment. Nous, on a une société, donc nous, on a un cabinet d'avocats, mais on a aussi une société de escrow account OK. on a constitué déjà il y a 2 ans et demi pour justement accompagner tous nos clients dans les transactions. Parce qu'on a vu que, on n'est pas les seuls à le faire, hein, honnêtement, mais on a vu que pour nos clients, on ne voulait pas que ce soit une tierce personne qu'on ne connaissait pas contrôler les fonds de nos clients. Non, Donc, on a une tierce personne, nous, de notre côté, où on a le visu dessus et qu'on peut rassurer nos clients en disant l'argent est là. le Il ne va visu. pas bouger. Et tout est contractuel, c'est-à-dire qu'il y a un contrat de compte escrow. Vous signez un contrat, vous signez des instructions, vous signez des annexes, et c'est très régulé, hein. On doit envoyer des avis préventifs à l'autorité fiscale,
pour la loi anti-blanchiment d'argent. Ça rigole pas du tout. C'est-à-dire que l'argent, c'est pas le nôtre. On rigole pas avec les escrocs. On rigole pas avec les escrocs, exactement. Sinon, on va se faire taper dessus. Donc, nous, on a mis en place ce service-là il y a 2 ans et demi déjà, pour justement accompagner nos clients dans les transactions immobilières en leur disant, écoutez, nous, on a tout ici, on va vous sécuriser le tout. Vous avez un contrat de promesse d'achat de revente, vous avez un contrat d'escrow account et vous allez pouvoir faire votre transaction en toute tranquillité. Oui. Vous allez déposer votre argent, il ne va pas bouger tant que les conditions ne sont pas complétées. Et une fois complétées, vous signez les instructions et là, nous, on est autorisé à faire les déboursés nécessaires. C'est juste une magnifique manière de pouvoir bien dormir sur ses deux oreilles, de faire. C'est un due diligence de plus à mettre sur pied pour être capable de mieux dormir, de mieux structurer une transaction. Ça met tout le monde en confiance. Je pense que ça enlève une stress de votre partie, de l'acheteur, Oui. du vendeur. Ça montre le professionnalisme de quelqu'un qui dit, écoute, moi, j'ai le cash, je m'en vais là, voici. Non, non, je mets ça dans un escrow, là, puis quand toi, tu es prête, on va signer notarié, puis ça va être fait. J'ai plus le contrôle sur cet argent-là anyway. La seule chose, c'est de tourner la clé en signant directement ton acte. Je pense que ça l'amène de la rigueur, mais ça l'enlève du stress puis du professionnalisme. Ça vaut-tu la peine de s'en priver? Combien ça coûte, cette sécurité-là? Non, clairement pas. Le prix de base, ça va par tranche de transaction, prix d'achat, mais en réalité, ça va vous coûter minimum 650 US, OK. maximum 1500 US selon le prix de la transaction. Donc croyez-moi bien, vous êtes bien plus content de payer un 650 US pour un 200 000 ou 300 000 US Oui. que vous allez conserver dans un compte tiers, Oui. plutôt que de pas payer 650 US, d'envoyer 300 000 au vendeur, puis qu'ils viennent pas le jour de la signature. C'est ça. Quand c'est envoyé dans le compte de Pedro Sanchez tout d'un coup, puis que tu attends la journée de la signature, puis qu'il répond à la dernière minute parce qu'il est mexicain, peut-être un petit peu plus nerveux, mon ami. On jase. Et pour les vendeurs aussi, hein, quand c'est des vendeurs étrangers, ça rassure aussi parce que ça prouve que l'argent est déjà là. Donc, c'est-à-dire que l'acheteur, il ne va pas nous tomber dessus 2 jours avant la signature en disant « Je suis désolé, il me manque 20 000 US pour compléter la transaction. Oui. » Non, 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 il n'y a pas de possibilité entre guillemets, à la mauvaise surprise. C'est-à-dire que ça rassure tout le monde. On a une date, on a des déboursés, on a des instructions, il y a les montants, c'est sous contrat, ça ne bouge pas. Qui paye le escrow généralement? L'acheteur L'acheteur. ou le vendeur? L'acheteur. As-tu déjà vu quelqu'un demander de faire payer au vendeur pour dire, regarde, il y a un bris de confiance, il y a quelque chose que je ne tolère pas dans le dossier, mais je veux absolument la place. Je pense pas qu'on devrait dealer ça. Tu vas payer le escrow parce que là, pour X raison. Non, Est-ce que tu as déjà vu ça? Ce sont les acheteurs en général, puisque c'est eux qui mettent l'argent dessus, donc c'est à eux de payer le service de sécurité. En revanche, il se peut qu'on charge également le vendeur parfois, si par exemple le vendeur, parce qu'on a déjà eu le cas, on a eu un client qui était en faillite aux États-Unis, qui ne pouvait pas lui recevoir l'argent sur son compte bancaire, on a dû payer en fait les avocats, le gouvernement, les notaires et tout ça. Cas extrême, hein. Ouais. Mais dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit tout l'argent de l'acheteur dans le compte séquestre, que lui paye pour garder l'argent, le escrow account, mais on a chargé aussi une partie au vendeur parce qu'il nous a demandé plus que 10 déboursés. Donc normalement, le déboursé, c'est à 1 pour le vendeur, 1 pour l'agent, et puis un autre s'il y a un deuxième agent. Ça te fait 3 déboursés depuis le même compte. Sauf que là, il y avait plus de 10 déboursés à faire. Donc c'est beaucoup plus de travail pour le compte séquestre. Et beaucoup plus de coûts aussi. Oui. Donc là, dans ce cas-là, on avait demandé au vendeur de payer aussi sa part, Oui. puisqu'on avait fait des déboursés pour lui. Mais normalement, c'est toujours l'acheteur qui paye le compte escroc. OK. Et dans la mesure où on vend une maison à 300 000 et une à 3 millions, c'est pas le même montant là, qu'on Non. va avoir à payer. C'est ça, exactement. Ça va, je te dis, entre 650 US jusqu'à 1500, 1800 US maximum. C'est vraiment le maximum. Oui, oui, oui. Si on arriverait, mettons, avec une transaction d'une méga hôtel, un projet à 25 millions, est-ce que c'est Bah là, encore... ça dépend. Il faut qu'on vérifie avec la banque parce que déjà, c'est des montants très élevés. Oui. Il faut qu'on vérifie que le compte escrow est bien capable de recevoir ce montant-là dans un compte spécifique. Ah oui. Parce que dans ces accords-là, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on peut passer par un escrow, mais il se peut que l'hôtel vendeur veuille peut-être un certain montant pour des réparations, pour une préparation, pour de l'administratif. Donc, il y a des accords qui peuvent se passer, mais en général, oui, c'est faisable dans tous les cas. Après, forcément, si tu me parles de 80 millions de pesos, oui, ça va peut-être te coûter un peu plus cher qu'1 800 000. Est-ce qu'il y a des comptes escrocs qui ont des maximums ou que tu en as que c'est des grandes entreprises où il y en a beaucoup, beaucoup plus de lousse? Là, ou, En fait, la différence, pour être très honnête avec toi, c'est que notre compte escroc à nous, il est au Mexique. OK. Il est en US et en pesos mexicains. OK. Les autres cabinets d'avocats, ils ont des comptes escroc aux US et au Canada. Oh. Sauf que ce n'est pas régulé par la loi mexicaine. Non.
Donc déjà de base, l'escrow account au Mexique, c'est pas régulé, d'accord? C'est une société privée, c'est pas gouvernemental, ok? C'est pas comme au Québec ou en France où le notaire doit rendre compte de l'argent qu'il reçoit. C'est différent. On parle d'une société privée qui détient les fonds et qui les débourse. Donc c'est moins sécuritaire que le Québec ou que la France, je l'entends. Mais aux US ou au Canada, c'est aussi des sociétés privées, des LLC ou des Inc., qui reçoivent les fonds et qui ensuite les déboursent. Sauf que tu es aux US, tu es au Canada, tu veux faire une réclamation de l'argent, toi, en tant qu'acheteur, que tu as envoyé dans l'escrow. Bah, bon courage, parce que tu es sous un contrat mexicain, Ben oui. Puis ton argent est sous escroc juridiquement américain. étranger, voilà. Ah, Donc c'est pour OK. ça que nous, on a ouvert un escrow account ici au Mexique, en US et en pesos, pour apporter plus de certification légale à nos clients, OK. en leur disant votre argent, il est là, il est sur le territoire. Est-ce que tu vois des utilisations dans le processus d'un escrow dans une pré-vente? J'en ai jamais vu pour l'instant. Est-ce que tu juges que des fois ça aurait pu être utile? Est-ce que tu as Bien vu sûr. des exemples où ce que tu aurais dit non, là, mettez ça escrow, puis le contracteur te regarde en voulant dire, mais tu me niaises, là, on n'a En jamais fait, bien fait sûr, ça. eux, ils veulent pas parce que c'est pas un objectif pour eux. Ils ont besoin de ces fonds-là, ils ont besoin de cette Oui. liquidité, on le sait. Sauf que c'est vrai que parfois, ça aurait été plus intéressant pour eux, parce que là, j'ai le cas d'une cliente en prévente. Elle voulait donner 90% pour avoir un super discount. Moi, je lui ai dit, pas de problème, mais moi, je vais conditionner à ce que vous payiez ce 90% au moment où le promoteur me prouve qu'il est propriétaire à 100% du terrain avec son reçu d'enregistrement du registre foncier et qu'il a payé son hypothèque. Donc là, ça fait 2 mois qu'on est sous contrat signé, mais conditionné. Le promoteur, il aurait été bien content d'avoir juste la sécurité d'avoir un 90% déjà en escrow account et de le faire le débourser juste dès qu'il m'envoie la documentation. Donc ça aurait été intéressant pour eux. Là, pour l'instant, ils n'ont toujours pas le 90%. Il est toujours chez l'acheteuse. Il n'est pas ni en escrow, ni chez le promoteur. Parce que le terrain, il n'a pas réussi à remplir les exigences de Parce prouver qu'il y qu'il avait une était. certaine date en fait de passage chez le notaire et que Ouais. c'est pas encore enregistré au registre foncier. Mais moi, Peut-être je qu'il veux attend pas. après ce 90%-là pour être capable de passer chez le notaire Par aussi. exemple. Ah. Mais sauf que moi, je ne veux pas que ma cliente débourse 90% du montant d'achat alors qu'il n'a pas encore le titre d'enregistrement. Tan, tan. Voilà. Donc, contrat conditionné Ah, c'est en cool. prévente. OK. Autre chose qu'on pourrait discuter là, concernant les livraisons. Donc, je comprends là, qu'il y a une fiche. Est-ce que la fiche des détails des choses à refaire, il n'y a pas de recours pour quelqu'un qui ne l'a pas fait avant puis qui n'a pas dit au notaire, il y a ça que monsieur me dit qu'il ferait pour la revente de sa place, puis on a tout noté ça. J'exige que ce soit fait. Quels sont les délais respectables et normaux que l'on voit pour avoir à remplir toutes ces exigences de peinture, de changer la teinte à eau chaude, de faire ci, de faire ça, tous les détails qui ont été rassemblés. Combien de temps est-ce qu'on peut exiger légalement dans une revente de dire tu peux pas prendre un an? Et ça va te Ah, dans prendre une revente ou dans dans une une prévente? revente. Ok. Dans une Dans revente. une revente. Dans une revente, déjà, c'est sûr qu'en général, ce qu'on fait, c'est qu'on conditionne une visite d'inspection la veille de la signature chez le notaire. Donc, dans le sens où les acheteurs vont aller visiter la maison, le bien, peu importe, la veille de la signature chez le notaire pour voir si justement il y a des choses à modifier, si toutes les inclusions sont bien présentes, si tous les meubles, tout est OK. À ce moment-là, le lendemain, déjà, les acheteurs vont pouvoir faire la notification au vendeur pour demander correction, ajustement ou autre. Et à ce moment-là, en général, dans les jours qui suivent, le vendeur doit faire les modifications. Si jamais ce n'est pas le cas, les recours, il y en a, mais ce n'est pas hyper efficace tout de suite. Ça s'appelle la Profeco. La Profeco, c'est la protection du consommateur. Donc, en fait, vous pouvez faire une plainte à la Profeco en disant, voilà, j'ai signé un contrat de promesse d'achat, je suis passé chez le notaire, le vendeur m'avait promis de me vendre telle chose, telle chose, telle chose. Lorsque j'ai pris possession de l'unité, finalement, ça, s'était pas fait, ça, s'était pas fait. Et à voir si la Profeco ensuite prend le dossier en charge et s'occupe de ça. Mais c'est de la conciliation pacifique, d'accord? C'est un petit recours qui ne voit parfois pas le jour. Si vous voulez par contre un recours légal, bah après on repart sur la voie judiciaire, partir en cours, mais en général en revente ça arrive très rarement. Oui, au Québec, on a ça, là, justement, ce qu'on appelle là, les petites créances là, pour être capable de passer très, très, très rapidement pour des choses de moins de, je pense que c'est 10 ou 12 000 là, je pense que les prix ont changé là, récemment. Si le Profeco ne peut pas être, est-ce que tu le vois prendre le dossier puis aller de l'avant puis structurer les choses, à moins que faut que ce Faudrait soit assez vraiment, flagrant. exactement, faut que ce soit flagrant, c'est-à-dire que si un acheteur finalement le canapé, la chaise, je sais pas, ils ont dû racheter une chaise parce qu'elle avait cassé, ils vont pas vous prendre le dossier, vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que au Mexique, honnêtement, ça va vous coûter moins cher
de prendre un petit ouvrier qui va venir vous réparer ou vous faire l'ajustement par vous-même, plutôt que d'aller suivre le vendeur qui devait repeindre le mur. Oui. Ça va pas vous coûter grand-chose. Bon. Dans la mesure où je sais là, que l'Office du protection du consommateur, le Profeco, ne prendra pas en charge tout ça, mais qu'il y a une liste de choses, puis qu'on est très exigeant en tant qu'acheteur et qu'on veut absolument que ça se fasse, est-ce que ça peut être dans les clauses de vente de dire, moi, je signe pas tant son temps qu'on n'est pas revenu puis que vous n'avez pas réparé les 25 points. That's it. Puis il y a de l'argent qui est là dans un escroc. Puis moi c'est une exigence en tant qu'acheteur. Je le fais Tu peux comme ça. conditionner un certain montant dans l'escroc jusqu'à... En fait, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans le contrat, tu peux conditionner que je laisse 5000 US dans l'escroc. La veille, je veux une visite d'inspection de la signature. Si la visite d'inspection est satisfaisante, je débourse la totalité de l'escroc. Si la visite d'inspection n'est pas satisfaisante, je vais quand même signer l'acte notarié, mais je vais garder en escroc les 5000 US et je les débourserai seulement quand les Ah, réparations seront faites, par exemple. est-ce que parce que moi, là, tout d'un coup, là, j'aurais tendance à dire que 100% de mes dossiers en revente diraient on passe d'un escroc. Est-ce que c'est un maximum? Est-ce que c'est une loi, le Non, 5%? c'est un exemple. Un Non, non, exemple. je te donne un exemple. OK. Ouais, ouais. Donc, Parce que, par exemple, je ne sais pas s'il y a vraiment des gros ajustements à faire, ça représente à peu près 5000 US. Mais bon. c'est juste un exemple à titre OK. S'il y a des illustratif. réparations à faire pour un 10 000 US, moi, j'aurais tendance à dire je retiens le double pour amener un incitateur encore plus gros, probablement que je dis, regarde, à la journée de la vente, moi, la veille, si ça n'a pas été fait, ben, je retiens un 20 000 sur les 10 000 que tu aurais dû C'est faire. pas si simple que ça non plus. Le vendeur, il n'est pas forcément aussi flexible que ça. En 20 000 US, c'est quand même beaucoup. Mais tu peux demander un certain montant. Après, ça se tente. Hein. Si le vendeur est OK, bah parfait, très bien. Mais c'est juste qu'on ne veut pas non plus trop pousser. C'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait de la bonne volonté, on veut qu'il y ait de la bonne foi dans la transaction. Les uns comme les autres doivent respecter leurs obligations, doivent remplir les conditions. Et par contre, on garde juste ce petit battement nécessaire si jamais c'est pas satisfaisant. Mais c'est assez rare. Franchement, c'est rare. Ouais, ouais, je pense que c'est quelque chose de facile à exiger puis de dire, ben, tu veux être de bonne foi, on a mis ça, tu nous as dit que oui, on retient l'argent, fois deux, si ça n'a pas été fait. Moi, c'est quelque chose que j'irais Je l'ai faire. demandé 2 fois, c'est pas si simple que ça pour les vendeurs de l'accepter. Ça peut passer, parce que j'ai 2 transactions où c'est passé, mais c'est des transactions qui sont pas forcément simples. Autrement dit, c'est de demander, est-ce que tu es sûr que tu vas tenir ta parole puis que tu es une personne intègre? Généralement, ils vont signer à peu près pour ce genre de choses-là, il n'y a pas de trouble. OK. C'est bon, ça, je savais pas que ça existait, puis c'est une très, très, très bonne procédure. Retenez ça, mesdames et messieurs. Est-ce que le Profeco, pour toi, il est là quasiment inutilement ou est-ce que tu ne l'as jamais vu vraiment, sauf dans les cas extrêmes, prendre Oui, des voilà, dossiers, là? exactement. Dans un cas extrême, bien sûr que la protection du consommateur va être présente et que voilà, dès qu'il y a un danger vraiment imminent, entre guillemets. Mais en réalité, si parce que la cuisine, elle est peinte en blanche et qu'en fait, il la fallait jaune, ça c'est du détail. Profeco, ils vont vous regarder, ils vont regarder votre cours, ils vont vous dire, ils vont pas rien faire pour vous, quoi. Ouais. Donc voilà, il faut que ce soit quand même un certain niveau de réclamation. OK. C'est bon. Et puis, au niveau des évaluations, les inspections, dans les contrats, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'exigence ou d'obligation comme on l'a partout au Canada, sauf au Québec? Là, on a un contrat là, d'inspection et, obligatoire. Même quelque chose qui est neutre, partout au Canada doit avoir une inspection. Il est revendu à tous les 6 mois. Il y a toujours obligatoirement un contrat d'inspection, sauf au Québec. OK? Pourquoi est-ce qu'ici, ça ne marche pas comme ça? Puis est-ce que c'est une nouvelle mode de peut-être commencer à le faire un peu plus parce qu'on le voit un peu plus? On a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, des États-Unis, du Canada, puis qui se disent pourquoi on ferait pas ça? On a Parce que toujours c'est fait la ça chez nous. loi nord-américaine, c'est pas la loi Ouais. mexicaine. Oui, oui, je le C'est sais, mais très maintenant, en différent, tant ouais. que propriétaire d'un parc immobilier qui est habitué de le faire comme ça pour se protéger, moi-même, je coach tous mes clients dans le développement en immobilier comme ça. Pourquoi ici, est-ce que ça ne devrait pas devenir une norme? Puis est-ce que tu vois que ça devient un petit peu plus à la mode aussi? Honnêtement, les seuls clients qui m'ont demandé justement des inspections par des experts sont des Américains. En général, parce qu'ils veulent, c'est dans leur habitude, en fait, ils envoient quelqu'un pour faire une vérification complète de l'appartement, que tout fonctionne, enfin voilà. C'est la seule fois où on me les a demandé. Honnêtement, c'est pas une condition légale obligatoire ici au Mexique. Vous pouvez envoyer quelqu'un demander une visite, mais ça vient au tout début, c'est-à-dire que quand vous faites la vérification de l'unité pour mettre une offre, et ben là, il faut faire venir votre expert pour Oui. faire la vérification justement, et puis mettre votre offre avec les conditions nécessaires. Mais ensuite, il y a une évaluation foncière qui est faite par le gouvernement mexicain et par le SAT-Q, SAT du Quintana Roo. Et là, c'est totalement autre chose. En fait, le fonctionnement mexicain n'est pas comme le nord-américain.
Tout simplement que si vous voulez le rajouter, vous pouvez, en réalité, vous êtes dans le droit de demander une inspection vraiment expertise à la personne de votre choix, Oui. mais c'est pas commun. Ça se fait pas trop ici. OK. Ouais. Puis l'évaluation du SAT, elle, c'est pas pour faire une évaluation, c'est pas une inspection, mais Non, bien une évaluation pour être capable de faire payer les bons montants de taxes exactement, et c'est d'être sûr ça. de dire que là, sur les 25 maisons qui ont toutes été vendues 600 000, toi, tu l'as vendu 400, tu es sûr que tu n'as pas pris une valise de cash de 200 000, Voilà, tu vas payer tes taxes sur 600 comme tout le monde quand même. exactement, c'est Peu ça. importe pourquoi tu l'as acheté, ça, c'est pas notre problème, pourquoi tu l'as eu à ce prix-là. Il y a quelqu'un Voilà. qui a perdu ou qui a fait de l'argent, mais tu payes tes taxes là-dessus. Faites attention à ça, parce Et que j'ai le cas en ce moment. J'ai des gens qui achètent des biens qui sont moins chers que la valeur commerciale. Si la différence entre la valeur commerciale et la valeur d'achat, il y a plus que 10% de différence, vous allez payer 20% de taxes sur le montant de la différence. ah, Il y a un impôt supplémentaire qui s'ajoute parce que le gouvernement dit ça vaut 400 000, tu achètes 200 000, tu te fais déjà une énorme plus-value parce que quand toi tu vas le revendre, tu vas pouvoir le revendre 400 000. ben oui. Donc tu vas te faire 200 000 de plus-value. Donc moi, quand tu achètes, au gouvernement, je veux une taxe là-dessus. Donc attention à ça. En ce moment, il y a des biens qui se vendent moins cher et super pour les investissements. Sauf que il y a quand même une évaluation foncière qui est faite par le SAT du Quintana Roo. Si le montant de l'évaluation foncière sort trop haut et que le prix d'achat est trop bas et qu'il y a plus que 10% de différence entre ces deux prix, vous allez payer 20% de taxes sur le montant de la différence. En OK. plus des coûts de la transaction. Oui. OK. Et c'est pour dissuader le blanchiment d'argent. Sûrement. Je dis ça comme On ça. dit ça, voilà, Ouais. exactement. Bref, à partir de là, cette loi-là n'était pas là il y a 4 ans quand je suis arrivé. Non, Ça non, fait non. combien de temps que c'est en vigueur? 2024. Août 2024. 2024. Août 2024, c'est entré en vigueur et depuis l'année dernière, c'est vraiment totalement présent dans toutes les transactions. Ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, le temps qu'ils établissent vraiment la structure. Mais là, maintenant, c'est obligatoire et cette évaluation foncière, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne peut pas l'obtenir avant la transaction. Elle vient pendant la transaction. Donc, Ouais. on est obligé de deal avec, c'est-à-dire qu'on doit trouver des solutions. Si jamais le client ne peut pas payer l'impôt sur l'acquisition du bien supplémentaire, bah, il faut qu'on voit comment on peut s'organiser. Donc, il y a toujours des solutions, on cherche toujours des options, mais c'est un point important à prendre en compte, d'accord? On ne peut pas non plus faire de la magie parfois. OK. Donc, faites bien attention si vous pensez payer en grande partie avec une valise de cash. Il y a une petite taxe de plus là, à payer, mesdames et messieurs. Faites bien attention. De toute façon, on ne fait pas ça ici. Bref, l'idée, c'est que probablement que ça ralentit le processus de faire du gain en capital pour ceux qui le font avec l'évasion fiscale. Sauf que le gouvernement, d'après moi, il fait juste dire, je vais juste faire un peu plus d'argent moi aussi là-dessus. Tant qu'à laisser les gens participer à du blanchiment, je vais avoir mon goût, je ne poserai pas de questions. OK. C'est comme ça, c'est comme ça. Bref, et pourquoi est-ce que tu vois, tu parlais là c'est le SAT qui fait ça. Oui. Ça veut dire, il doit bien avoir un registre foncier ou une capacité aussi, un particulier comme toi et moi, de dire, moi, je vais commencer à regarder, là, c'est quoi les évaluations là, de chaque coin de rue des maisons. Est-ce que c'est accessible? Ah, Est-ce le que c'est registre public? public, bien sûr, oui. Oui. Oui, oui, il se trouve dans le centre-ville de Playa del Carmen Mais je veux dire, est-ce qu'il et se il y a un retrouve sur site notre internet. cellulaire? Est-ce Oui, que... oui, absolument. Oui. Physiquement, ils sont dans le centre-ville de Playa del Carmen et il y a un lien sur lequel vous pouvez vous créer un compte et accéder au registre foncier public de la propriété et du commerce. OK. Donc, les clients peuvent m'appeler et me dire, Sébastien, je voudrais aller sur le registre public le foncier puis aller voir exactement les valeurs des maisons qui étaient là parce que j'ai l'impression que le courtier immobilier qui me le vend, on dirait qu'il est C'est comme pas pas vraiment là. les valeurs, c'est pas comme si c'était un comparatif, c'est pas comme un site comparatif, c'est vraiment le registre foncier, c'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver par numéro de clavé catastral, donc d'enregistrement à la municipalité, le montant, le titre de propriété avec le montant et la valeur commerciale du bien. Est-ce que ça pourrait être utilisé à des fins de dire, bon, ben, je fais juste regarder exactement à 200 mètres alentour, puis dans cette rue-là, tout ce qui a été vendu, puis à Oui, quel prix, puis ça me donne une moyenne. Comme ça, je suis sûr de ne pas me faire avoir aussi. C'est des points de repère. Est-ce bien qu'on peut sûr. l'utiliser comme ça? Vous pouvez l'utiliser comme ça, c'est juste qu'il faut se fier correctement aux dates, parce qu'il se peut que ce soit des gens qui aient acheté il y a quelques années, que ça ait changé, que l'évaluation foncière soit plus haute maintenant. Enfin, il y a quelques facteurs à vérifier, mais oui. OK. C'est bon, parfait, parce que le registre foncier, c'est un outil qu'on utilise beaucoup au Québec là, pour les gens en immobilier. Puis ici, est-ce que tu penses que c'est très bien structuré? Est-ce que c'est bien fait dans le site? Il est Est-ce que bien c'est... fait, oui, oui, il est bien Oui? structuré, ouais. Parfait. Fait que le SAT, qui est le Revenu Québec, Revenu Canada, va se mettre et se baser là-dessus pour faire payer les taxes à quelqu'un qui Ils vont dit envoyer un expert physiquement sur l'endroit, vérifier le bâtiment, la localisation, pour vérifier justement les prix des autres biens. Et ensuite, l'expert va rendre son expertise et là, le notaire va enregistrer le montant de l'évaluation commerciale.
Donc, le SAT fait toujours une évaluation aussi, mais pas une inspection. Exactement. Donc, Évaluation l'évaluation foncière, oui. foncière pour baser sur le chiffre de peu importe ce que tu as payé, Voilà. le 10% si c'est trop bas, plus ci, plus ça. Voilà. Maintenant, l'inspection. L'inspection, les inspecteurs ici, corrige-moi si je me trompe, n'ont aucune certification obligatoire, ils ne sont pas reconnus, il n'y a pas l'ordre non plus des inspecteurs au Quintana Roo ou du Mexique. Est-ce que c'est tenu en compte? Est-ce que c'est reconnu aussi ou ça fait juste protéger l'acheteur aussi, de C'est dire pour il y a l'acheteur. ça, puis ça va me permettre de pouvoir donner des exigences, des critères d'exigence pour être sûr de passer chez le notaire, de dire tu vas réparer telle chose parce que je suis pas contracteur, je suis pas bon non plus charpentier, Mhm. menuisier. C'est vraiment plus un outil de protection qui peut pas être reconnu en cours, autre que pour dire ben, j'avais demandé telle affaire, telle C'est pour affaire, telle l'acheteur affaire. étranger, honnêtement. C'est pour C'est tout, l'acheteur hein? étranger, c'est tout. Tu vas pas pouvoir en faire quoi que ce soit. C'est très rare, c'est peu commun, comme je te disais. Ça fait pas partie de la loi mexicaine de faire une inspection. C'est pas quelque chose qui se fait ici. C'est pas commun. Tu peux le faire si tu le souhaites et tu es en droit de le faire. Oui, oui. Il y a aucune exigence là-dessus. Mais ça ne va rien t'apporter à part à toi la confiance comme quoi l'unité est correcte et que tu peux l'acheter et qu'elle correspond à tes attentes. Sécurité mentale. Mhm. C'est tout. Exactement, c'est ça. Voilà. Mais ça pourrait être fait par un Pedro Sancho qui n'a pas rapport, qui se prétend être. Voilà, parce qu'il y a des experts de vérification justement foncière, tout ça, mais Ouais, sauf que c'est des gens qui sont enregistrés dans une liste du Quintana Roo, comme moi, je suis traductrice assermentée ouais. devant l'État du Quintana Roo. Il y a aussi des experts en construction dans l'État du Quintana Roo, mais c'est pas un expert en construction que tu vas faire venir chez toi pour une unité de 2 chambres qui va te dire oui, l'appart est bien. Non, c'est pas son métier. Enfin voilà, donc voilà, tu peux acheter. Donc c'est surtout ça qu'il faut vérifier, quoi. OK, c'est bon. Et puis, est-ce que tu vois cette chose-là qui va venir éventuellement obligatoire, inspection, évaluation, ou c'est juste très loin dans les Oh bah, mœurs l'évaluation, ça y qu'ici, est, l'évaluation, elle est oui, obligatoire, vraiment, c'est entré dans la loi et puis y a pas, on ne peut pas passer à côté. oui, L'évaluation foncière, donc déjà depuis 2 ans à peu près, 2 ans et demi. Mais par contre, pour l'inspection, c'est pas prévu pour l'instant. Par contre, attention, moi, mon associée, elle est partie faire une convention fiscale à Mexico City au mois de janvier pour justement les nouvelles normes et les nouvelles applications, tout ça. Et les agents immobiliers ainsi que les constructeurs font partie des activités les plus sensibles au niveau du blanchiment d'argent, justement, donc qui sont de plus en plus vérifiées. Donc il faut bien avoir toute la documentation en ordre, identifier vos clients, les unités, les promoteurs, toutes ces choses-là. Tout ça pour dire que les inspections ne sont pas prévues pour l'instant, mais vu que c'est une activité sensible au blanchiment d'argent, il se peut qu'il y ait une restructuration ou plus stricte peut-être sur les années à venir. Je ne sais pas. OK. Ah, ben, c'est vraiment, mais vraiment très intéressant. Ça démystifie beaucoup, beaucoup de choses par rapport à la prévente et la revente aussi, puis les choses à faire. Il y a des exigences à faire sur la revente parce qu'on en fait beaucoup chez Bella Édifice. Là. Il y a vraiment, vraiment des centaines de projets là, sur le site. Là, allez voir ça. Fait que ça m'amène à rediriger le tir sur certaines choses aussi ou des pratiques professionnelles à utiliser là, pour le bienfait du dossier. C'est excellent. Autre question pertinente, Marine. Est-ce que tu as déjà vu, en 7 ans de travail ici, des contracteurs livrés à temps, exactement, puis même pas leurs 6 mois de délai de carence, puis même un petit peu avant, là, puis qui étaient déjà partis sur un autre dossier, puis qui commençaient à creuser ailleurs, puis que les choses vont vite, rapidement, puis ils vont bien. Euh, On connaît quelques contracteurs qui sont vraiment presque là-dessus, mais Non, il y en a qui livrent vraiment pas longtemps après. Il y en a qui peuvent te livrer 2, 3 semaines après la date de livraison et c'est déjà très bien. Franchement, c'est super. c'est extraordinaire. Exactement, c'est très bien. C'est beau, c'est très commun que les promoteurs livrent l'unité et qu'on passe chez le notaire dans un second temps. Parce qu'en fait, la construction, bon bah très bien, ils te livrent en temps et en heure, presque dans le mois qui suit. Allez, la date de livraison. Avant, c'est quand même rare, hein. J'ai pas eu le cas, je crois, si je me souviens bien dans mes dossiers. Mais juste après, oui, il y en a. Il y en a. La seule chose, c'est que ils peuvent parfois te donner possession avant que tu passes chez le notaire parce que le promoteur doit obtenir le régime de copropriété par la municipalité. Et donc, du coup, il faut individualiser chaque unité, mais ça, ils peuvent le faire seulement à la fin de la construction. Donc, OK. le temps d'obtenir ce document qui s'appelle le régime de copropriété, ça prend un certain temps. Donc, c'est pour ça qu'en général, les promoteurs ici, ne vous étonnez pas. Je sais que plusieurs clients canadiens, américains ou français me disent Marine, je ne comprends pas, ils veulent me donner possession, mais je dois payer la totalité et je ne passe pas chez le notaire. Oui, c'est des choses qui arrivent. Vous devez solder l'unité, prendre possession, attendre le régime de copropriété et ensuite passer chez le notaire. C'est des choses qui arrivent. OK. C'est un petit peu
C'est un petit peu stressant pour le particulier là, si ça ne le fait pas Non, bien parce expliquer. que Là. vous allez payer le sol dans tous les cas. Le promoteur ne vous donne pas possession de l'unité à partir du moment où il n'a pas la totalité des fonds dans son compte. Oui, Ça, c'est la logique. Vous prenez possession de l'unité, vous signez un acte de livraison. Vous devenez officiellement possessionnaire de cette unité. Personne ne peut venir vous déloger. C'est un délit ou un crime. Une fois que ça c'est fait, on attend de la part du promoteur le régime de copropriété qui va nous permettre de demander le permis de fidéicommisso et de signer chez le notaire. ok, c'est bon, ça fait du sens. C'est des choses qui arrivent. Donc Ok. ça livre, oui, en général, en temps et en heure, quelques semaines après, allez, on ne va pas grappiller non plus. Mais en prochaine étape, régime de copropriété, constitution du permis de fidéicommisso, et puis passage chez le notaire. Dernière question là, pour ce volet-là, pour cette belle capsule-là, Marine. Au niveau de la vérification de l'authenticité d'un contracteur dans ses préventes aussi, est-ce qu'on a le droit d'exiger de voir les permis de construction ou les licences aussi, les titres du terrain? Est-ce que les taxes du terrain ont été payées aussi? Ça aussi, c'est des choses que des fois, tu as sûrement vu des contracteurs peut-être un peu amateurs pour leur premier contrat se faire avoir. Est-ce que je peux exiger aussi de voir les états financiers du contracteur s'il est en bourse? Et tout ça, ça se demande, mais est-ce qu'il va te donner ça, là? Alors, licence de construction, oui. Et même s'il ne veut pas nous la donner, en général, on peut la trouver sur le registre foncier. OK. Nous, il y a des promoteurs qui veulent parfois ne pas nous donner les documents ou ne pas nous les montrer. On va les chercher par nous-mêmes. Donc, licence de construction, permis, municipalité, gouvernementaux, tout ça, on peut les trouver en général. On a des contacts aussi à la municipalité, donc si on veut un document, on peut l'obtenir. Ensuite, propriétaire de terrain ou de propriété, oui, ça, on le vérifie tout de suite. Licence de destruction aussi, pour qu'ils aient le droit justement de détruire pour reconstruire. On vérifie tout ça. On les demande et on crée un dossier pour le client justement avec le due diligence, donc la vérification légale, avec tous ces documents-là. Et lors de notre appel avec le client, on va lui présenter la licence de construction, si elle est valable ou pas, est-ce qu'elle expire, si oui, on va en redemander une nouvelle, titre de propriété, reçu d'enregistrement, registre foncier, paiement des taxes justement foncières également du terrain ou de la propriété selon le cas de figure. Qu'est-ce qu'on va demander encore? S'il y a une hypothèque, dans ce cas-là, qui nous donne l'acte notarié, qui nous donne les justificatifs de paiement. Comme tu me disais, les relevés bancaires, la solvabilité, c'est un peu plus difficile à obtenir honnêtement. Ouais. C'est quelque chose qu'ils ne donnent pas. Quand on veut demander un petit peu le statut vraiment financier du promoteur, c'est quelque chose qu'ils ne transmettent pas, honnêtement. OK. Mais par contre, nous, ce qui nous rassure, entre guillemets, c'est qu'à partir du moment où il y a zéro hypothèque sur le terrain et que le titre est à son nom et qu'on a les licences de construction, on est déjà bien parti pour une prévente. OK. S'il y a une hypothèque, ce qu'on fait, c'est qu'on demande le montant, on demande les preuves de virement et on demande les prochains paiements. À quelle date? Ouais. Et nous, on se met des rappels en disant, OK, n'oublie pas de rappeler le promoteur tel, début janvier, il devait payer tant, on lui demande sa preuve de virement pour s'assurer qu'il est dans les délais d'avoir payé son hypothèque aussi. Donc, c'est tout un travail de suivi. Honnêtement, on fait un travail hyper personnalisé avec les clients. Je suis toujours derrière eux, je suis toujours vraiment à leur donner le plus d'infos, même parfois quand il y a des silences ou des blancs, je leur dis écoutez, là j'ai pas de nouvelles infos, je vous reviens dès que j'en ai, pour pas qu'ils s'inquiètent ou quoi. Parce que la prévente, n'oubliez pas, ça reste quand même un risque. On sait qu'on paye moins cher, on sait qu'on a un bénéfice, mais ça reste un risque. Moi, l'information que je vous donne à l'instant T, elle peut changer. Mais malheureusement, c'est un petit peu hors de mon contrôle aussi. Il se peut que dans 6 mois, le promoteur il me dise en fait, il y a eu un incendie, je vais avoir 6 mois de retard pour recontinuer le projet. Bah, moi, j'y suis pour rien. Et quand j'ai fait ma vérification, il y avait toutes les informations, il y avait tout le nécessaire. Donc, c'est important de bien comprendre les effets, les tenants, les aboutissants et de savoir où on met les pieds. On s'entend que tu es très dans la prévention au niveau de ça, là, pour essayer de protéger le client au niveau des lois, les normes, les permis, les licences, les ci, les ça, tout ça. Est-ce qu'il y a eu un service après? Est-ce qu'il y a des contracteurs que tu dis, moi, je rappelle quand même à tous les ans le syndicat de copropriété du gros building là, parce que c'est un contracteur que je vois passer régulièrement dans mes ventes. J'appelle les 5 derniers buildings qui est passé. Il y en a 4 sur 5 qui sont rendus avec des recours collectifs de tout le building contre le contracteur parce que bâti ça en idiot. Ça, on le voit. Hein. Quand c'est au registre foncier, quand il y a un litige en cours, c'est enregistré. On le voit. Comment on fait pour aller accéder à cette information? Tu vas sur le registre foncier, tu tapes le numéro de clavet cadastral du bien, et puis à ce moment-là, tu peux trouver en fait s'il y a un litige en cours. Tu peux le voir. Ce qui se passe à ce moment-là, ce qu'on demande aussi en général, c'est les dernières assemblées générales. S'il y en a, par exemple, en revente. Les syndicats de copropriété. Exactement. On va demander les assemblées qui ont été faites sur les 2 ou 3 dernières années pour vérifier s'il y avait eu des coûts extraordinaires, s'il y avait eu justement des remarques, s'il y avait juste des conflits ou autres. Et c'est dans ces documents-là qu'on va pouvoir le voir. Donc, on les partage avec les acheteurs aussi. Est-ce qu'ils sont accessibles sur le registre aussi foncier ou on doit parler avec le syndicat de copropriété?
Ça dépend du cas. Si ça a déjà été enregistré au registre foncier, oui. Si elle vient d'avoir le lieu et qu'il n'y a que le minute et que c'est pas encore enregistré, parce que ça prend un certain temps, il faut voir avec l'administration de la propriété. Dernière question par rapport à ça. Ici, est-ce qu'on voit, tu dis, ben, il y a ces licences, il y a les permis de construction, il y a toutes ces choses-là, c'est bon. Oups, il y a des délais qui étirent. Puis là, au milieu de la transaction, on continue, mais il te livre ça quand ça fait 3 mois que son permis est expiré, Mhm. mais il faisait encore des rénovations où il n'avait pas renouvelé son permis. Est-ce que ça l'amène le client dans le pétrin s'il y a des exigences ou quoi que ce soit? Puis est-ce que tu vois souvent des contracteurs obligés de renouveler à la ville à coup de 2 mois, 6 mois, ou est-ce qu'il y a des délais minimales ou maximales au niveau des permis de construction? En fait, ça va dépendre du promoteur et de sa relation avec la municipalité. Parce que forcément, la municipalité va te délivrer ce permis de construction, démolition ou peu importe. Oui, Il se peut qu'il y ait des périodes de blanc, c'est des choses qui arrivent parce qu'on est au Mexique, ok? oui, C'est pas toujours hyper efficace, patience et bonne humeur. Donc, il faut attendre un petit peu avant que la municipalité redélivre un permis de construction. Il se peut qu'il y ait des gaps flous où il n'y a pas de permis de construction ou de démolition, mais que le promoteur avance quand même sur le projet. Et c'est sa responsabilité, c'est son risque. Ce qu'il peut avoir, c'est une amende. OK. C'est-à-dire qu'il a continué de construire ou il a continué de démolir, bah, la municipalité peut lui tomber dessus avec la protection civile et puis la vérification en disant bah voilà, vous n'aviez pas la licence pour démolir ou pour reconstruire, elle n'est pas valable, amende. Il paye une amende. Mais ça n'impacte pas l'acheteur en réalité. OK. Lui, il reste sous contrat, les conditions sont encore en train d'être respectées. L'acheteur est impacté vraiment seulement s'il y a un cas de figure extrême et que bah, ça prend du délai pour la fin de la construction, pour la Oui, livraison, oui. ou alors si lui, l'acheteur lui-même, ne paye pas, ne vient pas signer ou ne prend pas possession, OK. à la rigueur. Mais non, il n'est Excellent. pas impacté s'il y a une période de flou où Non, le c'est ça. promoteur n'a pas sa licence. OK. Bon, ben écoute, Marine, je pense que ça fait vraiment le tour pour aujourd'hui. Pas à peu près, à part de ça. Donc, comment tu as dit ça? Rigueur et bonne humeur? Voilà, Rigueur et patience. ça marche aussi. C'est bon. Merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui pour la capsule. Et puis, si vous avez des questions ou vous voulez aller un petit peu plus loin, vous nous contactez. Vous remplissez le formulaire directement sur belaedifice.vip. On va communiquer avec vous. On va vous donner toutes les informations nécessaires. Vous devez, s'il vous plaît, appliquer au maximum ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble. J'aurais tellement voulu savoir ça jour 1, là, il y a 4 ans et demi, là, quand je suis arrivé. Puis je pense que c'est important de vous protéger de vous-même parce que vous êtes émotif puis émotionnel. Souvent, quand vous venez ici et vous voulez faire les choses rapidement, c'est pas comme ça qu'on devrait les faire. Il y a des étapes, il y a des choses à faire aussi. Parlez avec Marine, parlez avec nous, discutez, assurez-vous que les choses sont bien faites. Ne passez pas à côté de ça parce que je crois que vous n'aurez pas une deuxième opportunité de faire une première bonne achat. C'est le mot d'ordre. Mhm. Sur ce, Marine, un gros merci d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Avec plaisir. On se reparle très bientôt. Tout le monde, passez une excellente fin de journée. Merci d'avoir été là. Remplissez le formulaire sur belaedifice.vip.